chouette, petit neurose, jolie jupe qui virevolte quand je tourne, je danse. J'ai 5 ans. Si j'ai été sage à table, j'ai le droit à la fin du repas de monter sur ma chaise. Je raconte des histoires, je récite des poèmes, je fais part de mes contentements parce que hier soir mon frère a eu plus de petits pois que moi et je l'ai vu. Je chante. Ibenu shalom aleichem, Ibenu shalom aleichem, Ibenu shalom aleichem, Ibenu shalom, shalom, shalom aleichem. J'adore parce que tout le monde me regarde. C'est mon heure de gloire familiale, mon speaker corner à moi. Speaker corner, le coin des orateurs de Londres. C'est un espace dans Hyde Park à Londres où tous les dimanches, tout citoyen peut venir s'exprimer sur le sujet qu'il souhaite. Il peut parler de religion, il peut parler de politique, de vaccination, du prix de la bière, des casserolades. À partir du moment où il est juché sur un petit escabeau et qui ne dit pas de mal de la reine, du roi. Ça nous fait rêver, nous les Français. Je marchais juste sur les traces d'illustres orateurs comme Karl Marx, Lénine, George Orwell, qui s'y sont exprimés. Je pense que c'est comme ça que j'ai été initiée à la liberté d'expression. Je crois vraiment que je peux dire qu'à la maison, on pouvait s'exprimer tous. D'ailleurs, je ne vous dis pas l'ambiance au repas, on n'avait pas besoin de la télé, nous, le soir. On avait des sacrées belles désengueulades, des discussions. Mais on avait le droit de ne pas être d'accord. À partir du moment où on pouvait étayer, expliquer pourquoi on disait ça, où on avait des arguments. La contradiction était devenue un jeu à la maison, parce que pour mes parents, la pensée naît de la contradiction. Alors moi, je suis née j'ai grandi au son des acronymes. FLN, LIP, MLAC, on était de toutes les solidarités. Toute petite, j'ai vécu le FLN, il y avait des Algériens à la maison qui se battaient pour leur indépendance. J'étais toute petite, puis après, j'ai vécu la création du planning familial. Ensuite, il y a eu la merveilleuse épopée des ouvriers de l'IP, le début de l'autogestion. Alors là, la maison était aussi en effervescence. Et puis, il y a eu la création du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, le toutes les batailles, toutes sociales, rentraient à la maison. Ma mère m'a appris à me battre pour mes idées, à ne pas baisser les bras, à ne pas me taire. Elle m'a dit d'espérer. Mon père, quant à lui, comme un conteur, me parlait du peuple palestinien. Allez voir, ses yeux brillaient quand il parlait de ce peuple qui, me disait-il, était un des plus cultivés, des plus érudits du monde arabe. Mon père me disait, les Palestiniens ne sont pas la cause des souffrances des Juifs, mais ils doivent payer sans fin à cause des crimes des nazis européens. Nous étions pétris d'espoir. On était sûrs que l'injustice momentanée allait s'arranger. Moi, j'étais persuadée que de bon vivant, je verrais la paix en Palestine. Parce que c'était juste une histoire de justice. La justice, un jour, elle voit, on ouvre les yeux. J'étais sûre que le peuple israélien comprendrait que la terre qu'ils veulent habiter est déjà aussi habitée par des gens amoureux de leur terre et qui pourraient vivre ensemble. Je ne vous vois pas, mais je voudrais bien faire un petit test. Est-ce que vous voulez bien me dire en quelles circonstances et dans quels termes vous entendez parler des Palestiniens?
Allez, du courage, moi je suis toute seule. À la télé? La radio? Et avant-hier et avant-hier. Et en quel terme? Des bombardements sur Gaza et sur d'autres lieux. Les terroristes, Oui. attentats. Oui, on va en parler. Oui. Oh. Eh bien, oui, vous auriez pu aussi me parler des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. La dernière participation palestinienne était aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y avait 2 Palestiniennes et 3 Palestiniens. Et c'était la 7e fois que des Palestiniens participaient aux Jeux Olympiques. Vous auriez pu me citer Martin Darwish, que vous venez d'écouter. Il y a des poètes merveilleux, il y a des peintres, des sculpteurs, des réalisateurs de films, de cinéma. Oui, oui, oui. Énormément d'artistes. Ça m'embête, mais il faut que je vous dise quelque chose qui m'a interpellée, c'est que j'ai beaucoup discuté avec des jeunes Israéliens qui ont envie de savoir, qui ont envie de discuter de leur pays, de savoir quelle image on peut avoir de leur pays, qui eux-mêmes s'intéressent et s'interrogent sur la politique de leur pays. Et ils n'ont jamais, à aucun moment, prononcé le mot de Palestine, ni de Palestine. Ils disent les Arabes, parfois ceux de l'autre côté. Tout est fait pour invisibiliser le peuple palestinien. Et je ne peux pas les blâmer, ils ont été éduqués comme ça. C'est même pas un choix de leur part. Non seulement ils effacent comme ça le fait qu'il y ait tout un peuple, mais ce qui est aussi gênant pour moi, c'est qu'inconsciemment, le fait de les appeler des Arabes, ça leur permet de penser qu'ils pourraient très bien aller vivre dans les pays arabes autour et laisser la Palestine aux Juifs, puisqu'ils sont arabes. Ça fait un peu comme si vous avez des Américains, un Américain vient chez vous et vous dit avant d'être aux États-Unis, moi j'ai des ancêtres il y a 5000 ans qui étaient dans le Vaucluse. Donc je prends ta maison et toi tu peux toujours aller en Slovaquie ou en Autriche puisque tu es européen. Tout est fait pour invisibiliser, effacer le peuple palestinien. C'est important pour moi de vous dire ça. Parce que derrière tous les termes que vous avez dit, c'est des personnes qui existent. Ce sont des êtres humains, avec toutes leurs différences. Il y a des cœurs qui battent, il y a des émotions qui envahissent, il y a des espoirs qui nourrissent, il y a des œuvres artistiques qui s'expriment. Le peuple palestinien n'est pas juste un nombre de morts ou de blessés. Ce sont juste des êtres humains, comme vous et moi. En fait, c'est très simple ce qui se passe en Palestine. Quoi ? Oh non, tu peux pas dire ça. Tout le monde y dit c'est très compliqué. Tu peux pas dire c'est simple. Si, je peux dire, c'est douloureux, c'est difficile. Je vais vous raconter pourquoi je dis ça. Il n'y a pas très longtemps que j'ai compris ça. Je suis en voiture, je roule vers Grenoble. Dites-moi, ça vous est arrivé d'aller rencontrer une de vos idoles? Dites-moi un peu, il y en a qui a rencontré des idoles? Des gens qu'on voit que dans les journaux, la télé, les livres. Vous êtes encore plus timide que moi, ça fait génial. Eh bien moi, merci. J'allais rencontrer une famille palestinienne.
Et j'étais toute excitée, parce que je les connaissais, mais de livres. C'était comme un premier rendez-vous amoureux. J'avais le cœur qui bat. Du coup, je suis arrivée un peu en avance, 3 heures. La salle était libre, vide. Et je viens m'installer devant, au premier rang. Et puis j'attends. Alors j'allais rencontrer la famille Tamimi. Vous avez peut-être, sûrement, probablement entendu parler d'Aed Tamimi, cette jeune palestinienne aux cheveux de feu. Elle avait 16 ans quand elle a giflé 2 soldats qui venaient dans la cour de sa maison. Sa maman a filmé la scène, a mis la vidéo sur le web, ça a fait le tour du monde et ça nous a transformé notre petite Aed en une icône du courage et de la résistance palestinienne. Le matin même, le cousin d'Aed, avait reçu une balle en caoutchouc à bout portant par des soldats israéliens. Il était défiguré. La salle s'est remplie et puis la famille Tamimi entre. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais de voir ces gens que je connaissais juste de transfert affectif, là, en chair et en os, à portée de main, j'ai été emportée par les chutes du Niagara. Et je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, des sanglots. C'était la honte de ma vie, je voulais que ça s'arrête. Et je pleurais. Donc, Aed a attendu que je me calme. Elle vient de passer 8 mois en prison suite à cette gifle. On est en août 2018, elle vient de sortir de prison et elle entame avec sa famille une tournée européenne pour parler des Palestiniens. Je la trouve très fatiguée, on le saura moins, et elle, qui voulait être footballeuse professionnelle, s'est mise à étudier le droit international pour défendre son peuple. Et puis il y a sa maman, Nariman, qui sort de prison aussi pour avoir filmé et mis la vidéo en ligne, qui prend la parole. Nariman, c'est une combattante. De toute façon, c'est une famille. Nariman, c'est une résistante. Nariman est féministe, elle le dit. Et Nariman est voilée. Et moi, ça m'a déplacée. J'avais du mal à comprendre qu'elle était, pas à comprendre, mais féministe et voilée. Les choses sont parfois un peu plus subtiles et compliquées qu'elles n'y paraissent. Moi, ça m'a bougé mes lignes, mais merci Nariman, parce que moi j'aime qu'on me bouge mes lignes. Et puis, vient le tour de Bassem, le papa. Alors Bassem, c'est un vieux militant communiste. Quand je dis vieux, il a presque 10 ans de moins que moi. C'est un résistant de longue date dans son village de Nabi Saleh, en Cisjordanie. Alors, Nabi Saleh, c'est un peu le village d'irréductible gaulois. C'est vraiment un militant. Il a fait plein de séjours en prison. En 2013, il est sorti de prison dans le coma. Il a fait 10 jours de coma suite au traitement reçu dans les geôles israéliennes. Donc j'attends sa colère, sa rage. Et Bassem nous regarde tranquillement, d'une voix douce, déterminée, mais douce. Il nous dit « Nous n'avons pas besoin de vos pleurs. Nous ne sommes pas des victimes. Si nous sommes victimes, les Israéliens pris dans le même système sont victimes. Vous voulez nous aider ? Lutter dans votre pays
contre l'impérialisme, contre le capitalisme, le libéralisme. C'est le système qu'il faut combattre. Les individus suivent leur chemin et font des choix en fonction de multiples facteurs. Mais la haine n'apporte rien. Elle n'est toujours que le résultat de douleur. Vous voulez que je vous dise de quoi nous souffrons, nous, quotidiennement, les Palestiniens? De la colonisation israélienne. Quelle dignité! Donc, Bassem nous dit qu'ils ne sont pas victimes. Ça me fait penser au triangle de Karpman. Vous savez, cette figure d'analyse transactionnelle qui met en évidence un scénario typique entre une victime, un bourreau et un sauveur. Pour moi, la victime, c'était les Palestiniens. Le bourreau, c'était les Israéliens. Eux-mêmes anciennes victimes des nazis. Parce que dans le triangle de Karpman, les rôles se changent en fonction des situations. Et le sauveur, c'était moi. Je vous assure, j'en étais pas consciente. Mais moi, le sens de ma vie, c'était de sauver le monde. Et en particulier les Palestiniens. Merci, papa. Alors, en 2 temps, 3 mouvements, Bassem Tamimi m'a fait perdre ce rôle narcissique gratifiant de sauveuse, mais il a alimenté ma conscience politique. Alors, reprenons quand même, on ne peut pas passer à côté de ce dont on souffre, c'est la colonisation israélienne. Moi, je connais ce mot, je l'ai lu maintes fois, je l'ai entendu, je l'ai certainement peut-être déjà employé aussi, mais je me suis aperçue que je ne savais pas exactement ce qu'il y avait derrière, dans la réalité. Qu'est-ce que c'est, cette colonisation israélienne? Comme à la télé, j'ai convoqué un expert en expertise. Moi, mon expert, c'est Karl Marx. Ouais, petit nœud. Toc, toc, toc. Karl, c'est quoi la colonisation? La colonisation, ma petite Salomé, est intrinsèquement liée au mode de production capitaliste. Il arrive toujours par la violence pour soumettre un peuple. En fait, j'ai oublié mon carton. Karl Marx détaille le processus de la colonisation en 4 étapes. En 1, la conquête militaire. En 2, le vol des terres et des ressources naturelles. En 3, l'accaparement des modes de production. En 4, l'écrasement de ce qui reste de la société. Donc, je vous propose de faire comme François Ruffin. Je vais aller vous présenter des gens que j'ai rencontrés. On va se faire un petit road trip en Palestine pour voir si le processus de Karl Marx, je le retrouve. Je tourne ma page. 1. La conquête militaire. Nous sommes en novembre 1947. Nous sommes en novembre 1947. Quelques petits gugus, là-bas loin de Palestine, décident en 3 minutes du partage du territoire palestinien. Ils partagent la Palestine en octroyant 55%, ce qui couleur carton. Les proportions, vous m'excuserez. 55%
de la Palestine aux 600 000 juifs qui vivent en Palestine. 40% aux Palestiniens qui vivent en Palestine et 5% pour Jérusalem qui reste sous mandat international. Vous lirez partout, vous entendrez partout qu'une guerre éclate jusqu'en 1949 parce que les Arabes refusent ce partage. C'est vrai. Mais on se demande bien pourquoi ils refusent ce partage. Nous sommes à l'époque sous mandat, la Palestine est sous mandat anglais. Avant, il y avait les Ottomans, les Turcs. Quand les Anglais sont arrivés, ils ont demandé aux pays arabes de prendre les armes et de les aider à combattre les Turcs pour devenir mandataires. En échange de quoi, ils leur promettent de créer un grand empire arabe au Moyen-Orient. Donc les pays arabes ont pris les armes, ont aidé les Anglais, qui ont gagné. Mais d'empire arabe au Moyen-Orient, on n'en a pas vu le jour. Par contre, alors, ce que vous entendrez beaucoup moins raconter, ce que vous lirez beaucoup moins, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Juifs qui ont refusé ce partage. La violence, le plan d'expulsion et de terreur des Palestiniens a débuté avant le départ des Anglais, avant la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, demain. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis. Menahem Begin, futur Premier ministre de l'État d'Israël, raconte comment, avec l'Irgun, ils avaient décidé de chasser, de récupérer les villages et les villes qu'ils convoitaient et de chasser les habitants avant la création d'Israël. C'est le plus connu. Vous entendez parler de Der Yassin, qui a été le plus gros massacre. C'était pour en faire un aérodrome. Mais c'est entre 200 et 500 villages qui ont été vidés de leurs habitants, qui ont été maltraités, pourchassés. Il faut comprendre, à l'époque, il y avait des tensions politiques. Il y avait des tensions entre Palestiniens, Israéliens ou des Palestiniens musulmans ou chrétiens, ou athées, et des Juifs, mais parce qu'il y avait eu la guerre, c'était la fin de la guerre, et effectivement, beaucoup de Juifs voulaient fuir les pays européens. Donc il y avait de plus en plus de Juifs en Palestine. Donc ça a créé, mais le peuple, les gens, entre eux, ils vivaient en quasi-harmonie. Ils s'entraidaient, ils étaient voisins, ils avaient la même vie. Donc imaginez des Palestiniens dans leur village, tranquillement, avec leur vie, qui voient débouler une horde de gens armés qui les insultent dans un langage qu'ils ne comprennent même pas, qui viennent les brutaliser. Ça a été une terreur, en plus, ils partaient d'un village à l'autre, donc la terreur se répandait. Ces gens ont été terrifiés, sont partis de chez eux, ont tout fermé et sont partis avec leurs clés, pensant revenir dans 10 jours, 1 mois, à la fin de cette folie, quoi. Ils ne sont jamais revenus. Dorénavant, quand vous entendrez, quand vous verrez sur des œuvres palestiniennes une clé, il y a très souvent, vous verrez une clé dans les sculptures, sur les photos, dans les œuvres, dans les peintures. Surtout, ne croyez pas que c'est un indice pour Escape Game. La clé est devenue un symbole très important pour les Palestiniens. Le symbole du retour et du déracinement.
j'ai choisi de vous montrer ce tableau. J'ai pas le papier. J'ai choisi de vous montrer ce tableau d'un artiste palestinien, Taïsir Batmidji, parce qu'il m'émeut beaucoup, j'aime beaucoup ce tableau. J'ai écrit quelques lignes que mon mari m'a imprimées pour que je vous les lise, mais j'ai oublié le papier. Donc je vais essayer de vous le dire sans trop d'émotion. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des rouleaux de tissu. Oui. Derrière, sur les clés, la rouille, trace du temps, recouvre d'un halo les espoirs d'une vie disparue. Elle vient sublimer la forme d'origine. Couche protectrice qui s'altère, s'effrite. Elle laisse poindre la menace d'une vie disparue. Hier et partout et pour toujours une part d'aujourd'hui. À mon avis, je suis touchée, moi, par ce tableau, parce que je pense que Taïsir nous propose d'aller voir un petit peu plus en profondeur, d'enjamber la surface de son tableau, pour aller voir derrière l'objet, la clé derrière la rouille, l'être humain derrière l'idée que l'on s'en fait, l'intime derrière le rêve. « 800 000 Palestiniens ont été chassés de chez eux de force. 66% de la population palestinienne a été déplacée. Cela s'appelle la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Une Nakba qui se continue aujourd'hui par la colonisation. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Mais heureusement que je vis en France. Parce que si je vivais en Cisjordanie et que j'ouvre le robinet pour boire, coupure d'eau, ben je vais attendre quelques heures, voir si l'eau revient. Si j'étais à Gaza, j'aurais peut-être un petit filet d'eau impropre à la consommation, tellement les nappes phréatiques ont été polluées, et notamment, entre autres, par le nombre de colonies qui ont été avant 2005 à Gaza et autour. Vous avez vu qu'en France, on commence à parler de la pénurie d'eau. Hein? Il y a même des maires qui interdisent la construction de piscines, le lavage de voitures. Vous croyez qu'on va vraiment prendre le problème au sérieux? Il faut le reconnaître, les Israéliens là-dessus ont été clairvoyants. Nous sommes en 1967. Quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, il y a la guerre des 6 jours. Israël, vainqueur de la guerre des 6 jours. Première décision qu'ils ont prise est la prise de contrôle de l'eau de Cisjordanie et de Gaza. Je pense que tout le monde connaît, la Cisjordanie c'est là, et Gaza c'est ça. Toutes les zones dont le sous-sol était riche en eau sont déclarées zones militaires interdites aux Palestiniens, et hop, le tour est joué. Après, il ne faut pas voir le mal partout. Hein. C'était peut-être pour aider les Palestiniens qui s'habituent à ne pas avoir trop d'eau et qui ne soient pas obligés comme nous maintenant de devoir se restreindre, changer de mode de vie. Alors que le droit international garantit aux peuples colonisés d'avoir accès à leurs ressources naturelles, ce qui paraît normal,
les Israéliens interdisent aux Palestiniens de construire des puits pour abreuver les bêtes ou irriguer les champs, et même d'entretenir les puits existants. Des trucs de tous les jours comme ça. Parce que dans les colonies qui s'implantent illégalement à côté, chez les Palestiniens, ils peuvent construire autant de puits qu'ils veulent. Voilà, les colons juifs qui sont dans les colonies, eux, ils peuvent construire autant de puits qu'ils veulent, et ils paient à la même société israélienne l'eau d'arrosage pour leurs piscines et leurs pelouses beaucoup moins cher. C'est ces injustices quotidiennes qu'on n'imagine pas. Il faut aussi avoir l'imagination de telles injustices. À propos. Tiens, je vais garder mon bâton de pèlerin. Et je vais vous emmener dans un petit village qui s'appelle Touani. J'y étais il y a très longtemps. C'est un tout petit village, il y avait moins de 200 habitants. C'était dans les fins des années 80. Touani n'a pas l'eau courante. Beaucoup de villages. Par contre, elle est traversée en son sous-sol par une canalisation d'eau qui alimente une colonie qui n'est pas loin. Donc le maire de Touani a demandé aux autorités israéliennes de se raccorder à la canalisation. Bien sûr, ça a été refusé. Le conseil municipal a donc décidé de construire une grande piscine, une grande réserve d'eau. Je ne voulais pas employer ce mot pour capter, mais là, ils ne captent pas dans le sous-sol pour regarder la moindre goutte d'eau de pluie. C'est pas comme dans les bassines. Et l'armée israélienne est venue détruire les travaux qui avaient été engagés et a interdit toute construction de contenants pour garder de l'eau. À propos des réservoirs, je vous le dis tout de suite parce que je ne veux pas oublier, un truc qui m'a marqué, c'est qu'on reconnaît les maisons palestiniennes, parce que d'abord les toits sont plats, mais elles ont toutes sur leur toit un petit réservoir d'eau pour avoir un peu d'eau. Malheureusement, ces réservoirs sont souvent la cible des tirs de l'armée israélienne qui les perce. Et Aïcha, qui habite à Touani, me disait qu'elle a même trouvé des poulets morts et des couches souillées de bébés dans son réservoir. Donc là, je vous parlais du vol des ressources naturelles, dont la principale est l'eau. J'avais un tableau que j'ai oublié. Dans le deuxième, c'était vol des terres et des ressources naturelles. On va voir maintenant pour les terres. 1967, la guerre des 6 jours. Israël est vainqueur. Deuxième décision qu'ils prennent, annexer une partie du territoire palestinien et du territoire égyptien et syrien. Mais on parle de la Palestine. Donc vous voyez, toute la Galilée a disparu. La Cisjordanie s'est réduite et Gaza a perdu la moitié. Et surtout, les connexions, la continuité du territoire a disparu. Allez, je vous emmène. Je crois que j'en aurai besoin de ça. Je crois qu'on vous a distribué normalement des petits papiers où vous avez ces en souvenir. Celle-là, elle ne veut pas rester. La Galilée était déjà 48. Voilà. J'avais décidé de vous emmener lors de mon premier
voyage en Palestine, je n'ai pas 30 ans. Et je suis avec un ami, Samir, que j'ai connu, il faisait des études à Marseille. On est juste assis là, et on regarde, parce que c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est l'aridité, la terre, si c'est la lumière du soleil. C'est à la fois aride et fleuri, et vallonné. C'est, vous savez, ces endroits un peu magiques. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a quelque chose de juste d'immédiat. Ça m'a fait ça en Grèce aussi, et puis dans mes calanques marseillaises. Puis tout d'un coup, Samir rompt le silence. Ils n'aiment pas mon pays. S'ils aimaient mon pays, ils ne construiraient pas des horreurs comme ça. Samir me parle d'une colonie que l'on voit un peu plus loin. Quand je vous parle depuis tout à l'heure des colonies, je ne vous parle pas de colonies de vacances. Les colonies, ce sont des constructions d'habitation illégales construites par Israël sur les terres palestiniennes. Ça ressemble à... C'est comme un grand lotissement, très souvent fait sur une colline. Ça prend tout le haut de la colline. Autant les villages palestiniens, on a l'impression qu'ils ont toujours été là et qu'ils sortent de la terre. Il y a une harmonie. Ces colonies, ce sont toujours des constructions neuves, des petits immeubles ou des maisons toutes pareilles, des petites maisons avec leurs toits rouges, pentus. Ce n'est pas du tout l'architecture de la région. Donc ça choque. Et puis, non seulement ça prend toute la colline, mais pour se protéger, les colons construisent des clôtures, des protections, des zones de protection qui prennent encore de la terre, puis des routes de contournement, des grandes routes interdites aux Palestiniens qui leur permettent de naviguer entre Israël et leur colonie sans rencontrer de Palestiniens. Oui, les terres sont réquisitionnées de force, comme l'eau, par l'explosion des constructions de ces colonies partout. Et ces colonies prennent toujours plus de terre, toujours plus de ressources naturelles, défigurent le paysage et amènent toujours à tout. La plupart des colons qui s'installent dans les colonies en Cisjordanie sont des religieux extrémistes qui revendiquent l'entièreté du territoire palestinien. Ils sont prêts à beaucoup de choses, sinon à tout, pour dérégler la vie des Palestiniens. Donc on les voit très très souvent descendre tabasser un agriculteur dans son champ, couper des centaines d'oliviers centenaires, polluer le réservoir d'Aïcha, harceler les Palestiniens. Peut-être il y en a qui se disent, bon, elle exagère, là, elle est parti pris. Fin février 2023, il n'y a pas longtemps, une bande de colons est descendue mettre le feu à une ville. C'est en plus une ville où il y a beaucoup de garagistes. La rue centrale est pleine de garagistes. Et autant les Israéliens des colonies que les Palestiniens venaient faire réparer leurs voitures. Ils ont mis le feu à tous les magasins, à toutes les voitures, faisant un mort, un jeune secouriste qui venait de rentrer de Turquie, où il était allé aider après le tremblement de terre, et plus d'une centaine de morts, de blessés. Alors ça, je voudrais vous dire
je ne l'avais pas prévu dans ma conf. Quand on dit blessé, on ne passe pas à autre chose. Parce qu'imaginez que vous êtes blessé par des brûlures. Vous pouvez imaginer la douleur. Mais le service de santé n'est pas le même en Palestine et chez nous. Ça veut dire que blessé, ça peut vouloir dire des souffrances pendant des années, des handicaps pendant des années. Je vais arrêter avec la terre, le vol de la terre, parce que je sens que je... Non, il faut quand même vous dire que pour voler la terre, il faut partout, de tout le temps, utiliser la violence. Personne ne se laisse déposséder de ses racines. En plus là, la société palestinienne, c'est une société agricole et artisanale. Donc, prendre le contrôle de la terre, c'est prendre le contrôle de la société. Donc, on va laisser le vol de terre et de ressources pour aller voir le 3, accaparement des moyens de production locale. Je vous emmène à Jaffa, il n'y a pas très longtemps. Je visite cette magnifique petite ville de Jaffa à l'architecture ottomane. Jaffa, si vous voulez, avant la création d'Israël, il y avait Jaffa. Et puis ils ont créé Tel Aviv à partir de Jaffa. Donc on dit Tel Aviv-Jaffa. C'est presque un quartier de Tel Aviv. Et alors je fais une visite de groupe. Vous savez, avec ces étudiantes qui font visiter, la jeune guide israélienne nous arrête devant une sorte de sculpture. C'est un œuf suspendu d'où sort un oranger. Et elle nous dit que en 1948, quand Israël a créé, a planté et a produit les oranges de Jaffa, ces merveilleuses oranges de Jaffa, en apportant la prospérité à une terre désertique et à l'abandon, et où ils ont fait fructifier ces oranges magnifiques. Alors là, non. Ça suffit, pour moi, c'en est trop. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, Jaffa, c'est une des plus vieilles villes du monde. Et c'était une ville prospère, peuplée. Parce que justement, début du XXe siècle, sur les collines de Jaffa, on voyait 30 000 hectares d'orangeries. Et non seulement ça faisait travailler les Palestiniens, mais il y avait des ouvriers libanais, égyptiens qui venaient pour planter, cultiver et préparer à l'export. Bien avant la création d'Israël. Par contre, ce qui est vrai, j'y étais pas, mais je l'ai lu. À partir de 1948, Israël a bombardé 4000 bombes sur la ville de Jaffa. Des 85 000 habitants, il n'en est resté que 3 000. Ils ont tous fui, ceux qui n'étaient pas tués. Il y en a même qui sont partis par la mer. En 1948, du coup, Israël a réquisitionné ces orangeries et déposé le label, la marque Orange de Jaffa. Et on a fait un emblème d'Israël. Si je peux vous conseiller un film qui date, mais qui est merveilleux là-dessus, si ça vous intéresse, c'est un film d'un réalisateur israélien qui s'appelle Eyal Sivan. Le nom du film, c'est La mécanique de l'orange. Et vraiment à partir de témoignages très différents, d'archives, de documents d'archives, il montre bien cette mécanique de l'appropriation des modes de production locales et la propagande mise en route pour en faire l'emblème et le fleuron d'Israël. La mécanique de l'orange d'Eyal Sivan, que vous trouvez sur YouTube. Venez avec moi. Je reviens avec Samir. Je n'ai toujours pas 30 ans. C'est pour ça que j'aime bien.
revenir avant, quand j'étais toute jeune. On s'est arrêté pour manger entre midi et 2 dans un petit snack, un petit resto israélien. On a pris un mezzé et on discute. Quand on a presque fini, la dame du snack du resto vient et elle nous dit « C'était bon ?» Je dis « Oui, mais que c'était bon, moi j'adore cette nourriture. » Et alors elle me regarde et elle me dit « Elle est bonne, hein, la cuisine israélienne ?» Je dis « Oui. » Et puis je vois que mon Samir à côté de moi, il s'est transformé en dragon. Il a les naseaux qui fument, le feu qui sort. Plus tard, il va m'expliquer, il va me dire, mais c'est pas de la cuisine israélienne, c'est de la cuisine palestinienne. Allez, moyen-orientale, mais c'est la cuisine avec laquelle ma mère m'a nourrie. C'est les saveurs de mon pays. Ben moi, au début, j'ai pas vraiment compris. Parce que pour moi, c'était bon que ce soit palestinien, que ce soit israélien. Mais c'est en discutant, en réfléchissant, que je me suis aperçue que quand on vous enlève, on vous vole votre terre, on vous vole votre dignité, on vous vole votre liberté, on vous vole votre intimité, et qu'on vient vous voler jusqu'à votre cuisine, votre alimentation, ce qui vous vraiment que votre mère vous a nourri, eh bien défendre sa culture et défendre sa cuisine, c'est un acte de résistance nécessaire. Mais j'ai oublié Abdel Fattah. Oh ça, excusez-moi, il faut que je vous en parle. C'était prévu au début. Abdel Fattah, je voudrais qu'il soit là pour vous raconter, parce qu'il a beaucoup d'humour et de finesse. Il est né, c'est un Palestinien qui est né dans un camp de réfugiés près de Bethléem, au doux nom de Haïda. Il y vit toujours. Et il a eu la chance d'avoir une bourse d'études pour venir en France étudier. Donc, il a demandé une carte de séjour. Il a rempli le dossier. Et c'est le dernier rendez-vous, le dossier est bouclé. Donc la préposée de la préfecture lui lit tout pour vérifier que tout est là. Prénom Abdel Fattah, nom Abusrou, nationalité palestinienne, j'arrive même pas à le dire pour vous dire. Nationalité jordanienne sous mandat israélien. Alors Abdel Fattah, il lui dit non madame, non. Je ne suis pas jordanien, je suis palestinien et je ne suis pas du tout sous mandat israélien. Je suis un Palestinien qui vit actuellement en France, c'est pour ça que je vous demande une carte de séjour. Et il commence à parler avec la dame et à lui expliquer pourquoi c'est important pour lui, sa nationalité, son pays. Ça, c'était du temps où les fonctionnaires avaient le temps de s'intéresser à la personne qu'ils avaient en face. Et au bout d'un moment, elle lui dit... oui, elle semble intéressée en plus. Hein. Et elle lui dit, je ne peux pas décider, il faut que je voie mon chef, elle lui redonne un autre rendez-vous. Donc Abdel Fattah revient au rendez-vous et trouve la dame toute souriante. Ça, c'était du temps où les salariés, les fonctionnaires pouvaient gérer un dossier du début à la fin et où nous, on n'était pas obligés de raconter 6 à 8 fois nos histoires à des gens différents. Et elle lui dit, ça y est, il n'y a plus de problème, on a trouvé, et elle lui tend la feuille. Et vous avez une idée de ce qu'ils avaient mis en nationalité? Israélien. Non, pas israélien. Ah, ça aurait pu. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça existait. Palestinienne. Et non. Nationalité indéterminée. Et effectivement, ça peut être des fois apatride. Et bien donc j'avais oublié de vous raconter ça sur l'effacement. Mais notre Abdel Fattah, qui est devenu maintenant un homme de théâtre, donc qui fait plein de choses à Haïda, vraiment plein de choses pour les enfants, qui a une école, c'est devenu un homme de théâtre qui a écrit un livre sur la cuisine palestinienne. Donc, quatrièmement, on arrive à l'écrasement de ce qu'il reste des décombres de la société
colonisé. Est-ce que mes petites copines Farah et... Oui. Est-ce que vous voulez bien venir toutes les trois m'aider? Je dois faire la fête. Venez vite, venez vite. Si on a d'autres qui veulent venir, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez lancé le dé, vous me dites un chiffre de 1 à 6? 3. Prends votre petit cheval, monsieur. 1, 2, 3. Ah, c'est la case patience, monsieur. Vous êtes un salarié palestinien, salarié, mais qui a un emploi en Israël. Vous allez passer un checkpoint. Vous vous levez tous les matins à 3h, 3h30 pour avoir le temps de faire la queue pendant 3 heures avec des milliers d'autres Palestiniens dans des espèces de couloirs grillagés de trucs à bestiaux pour passer le checkpoint et pouvoir arriver à 8 heures à votre travail. Et monsieur, vous n'avisez pas de vous sentir mal ou d'avoir envie de faire pipi. Hein. Quand vous êtes là dans la queue, vous ne lâchez pas votre place. Hein. Je vois mon GG, il s'est retrouvé avec une Kalachnikov parce qu'un jour, à un checkpoint, il a voulu passer, faire un petit besoin derrière en se cachant, et il s'est retrouvé... et il n'est pas palestinien ni terroriste. Hein. Ça, je sais. Voilà le check. Un autre chiffre. 4. Alors là, je prends le même cheval. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah, madame. Vous êtes enceinte. Félicitations. Vous êtes en fin de grossesse et vous voulez aller à Jérusalem pour accoucher à l'hôpital. Vous allez passer un checkpoint. Donc vous vous avancez vers le checkpoint et les soldats, vous avez votre permis. Vous donnez votre permis aux 2 jeunes qui sont là. Vous êtes enceinte? Levez un peu votre robe que je vois. Quoi? Vous voulez pas lever votre robe? Mais comment je sais, moi, que vous êtes enceinte? Comment je sais que vous n'avez pas une bombe? Ouh là là, allez, ralasse. Sortez de là, allez accoucher là-bas, vous nous faites perdre notre temps. Ne croyez pas que je galège. C'est arrivé plusieurs fois que des femmes soient obligées d'accoucher sur le bord de la route parce qu'on leur refusait de passer le checkpoint. Ouf, un autre chiffre, s'il vous plaît. 6. 1, 2, je suis obligée de partir en arrière. 3, 4, 5, 6. La case le checkpoint agriculteur. Vous êtes un agriculteur palestinien, vous allez passer un checkpoint. Alors, vous êtes un vieil agriculteur, monsieur. Hier, ils vous ont refusé le passage. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont vous laisser passer. Hein. Dans 2 jours, ils vous laisseront peut-être passer, mais sans le tracteur. Parce que c'est comme ça. Rappelez-vous, il y a 2 mois, quand vous étiez malade, vos fils ont voulu aller au champ pour l'entretenir. Eh bien, ils n'ont pas pu passer, parce que c'est vous le propriétaire, ce n'était pas eux. C'est embêtant, parce que d'abord, ce champ, il vous nourrit. Et il y a une loi israélienne qui dit qu'une terre qui n'est pas entretenue, qui n'est pas cultivée pendant 3 ans est automatiquement la propriété d'Israël. Une case. 3. Un jeu de dés, pardon. 3. Alors j'en étais, je ne sais plus où, je vais vous prendre là. 1, 2, 3. Ah, la case plus toi. Alors là, vous allez passer un sale cap. Je ne sais pas pourquoi, monsieur, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes dans votre village. Peut-être qu'un des jeunes de votre village s'est fait arrêter à juste ou pas juste titre, je ne sais pas. L'armée israélienne arrive avec des camions citernes, casse les vitres et projette dans toutes les maisons un liquide pestilentiel
qui va coller à vos vêtements et à vos meubles pendant des jours et des jours. Ils appellent ça la punition collective, interdite par le droit international. Je me demande en quoi cela sécurise Israël de faire des choses comme ça. Une dernière case. 2. 1, 2. C'est qui m'a dit 2 ? Je suis désolée, Farah. C'est la case prison. Alors tu vas passer des checkpoints et des checkpoints et des checkpoints. Et alors ça tombe bien que ce soit toi. Tu as quel âge, Farah ? 12 ans. Et bien depuis 2016, il y a une loi qui permet d'arrêter et d'emprisonner les enfants dès l'âge de 12 ans. Juste ton âge, Farah. Ils le sont de plus en plus souvent. Quasiment toujours arrêtés de nuit. Systématiquement, les yeux bandés, les mains attachées dans le dos, isolés, terrassés par la peur. Ils sont trop souvent victimes d'une pluie d'insultes racistes, de menaces, de coups, pendant l'arrestation, le transport et l'interrogatoire. Ils n'ont pas droit à un avocat, peuvent même être menacés de sévices sexuels, de faire du mal à leur famille. Et les plus durs, les plus rebelles peuvent être enfermés 13 jours dans un cachot. 99% des enfants avouent ce qu'on veut leur faire avouer et sont condamnés par un plaidé coupable contraint. Parce que le système judiciaire israélien est basé sur l'aveu et non sur la preuve. Quand ils sont condamnés, 60% de ces enfants sont transférés dans des prisons israéliennes, loin de leur famille, contrairement en violation de la 4e Convention de Genève. Loin de leur famille, qui n'auront probablement pas de permis pour aller les voir. Cela laisse des traces, des traumatismes terribles, irréparables, qui conditionnent souvent tout le restant de la vie de ces enfants. La plupart du temps, ils sont arrêtés pour jet de pierre, un crime passible de 20 ans de prison. Je voudrais vous parler de la détention administrative. C'est une procédure israélienne qui permet d'arrêter des Palestiniens sans motif, sans procès, et sans avocat, et de les enfermer 6 mois maximum, renouvelable à l'infini. Je pense qu'il y a 450, 500 prisonniers actuellement qui sont sous statut de détention administrative, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi. Il y avait Salah Hamouri qui a été enlevé, lui, dans la rue, qui a fait longtemps de détention administrative, puis ils l'ont expulsé parce qu'il est franco-palestinien. Et là, dernièrement, il y a un monsieur qui était détenu et qui s'est mis en grève de la faim parce qu'il trouvait que c'était injuste d'être détenu en détention administrative. Il est mort au bout de 87 jours de grève de la faim. Ils ne l'ont même pas amené à l'hôpital, ils l'ont laissé mourir dans sa cellule. La prison est devenue le dispositif majeur de connaissance et de contrôle de la société palestinienne. C'est une toile carcérale qui enserre toute la société. Toutes les familles ont un proche qui a été enfermé. Cette toile est faite de terreur, de chantage, d'humiliation, de violence. Ce n'est plus une sanction pour un délit avéré, c'est un mode de coercition et de gouvernance de la vie des Palestiniens.
Elles rentrent en faisant un tout petit trou et chac, elles explosent les chairs. Comme ça, on ne peut pas réparer. Il faut amputer. Je rejoins la cohorte de milliers de Gazaouis qui ont perdu une jambe, 2 jambes, un bras. J'ai envie de bouger, vous en avez pas marre d'être assis? Oh, normalement je dansais là, mais je l'ai enlevé parce que c'était trop loin. Vous connaissez le parcours? Je ne peux pas le faire. Hein. Là, pas dans... C'est un sport de rue. Vous savez, c'est ces gamins, ces jeunes qui grimpent sur le mur, qui tournent, qui sautent. Ça se pratique partout, c'est super. Et ça se pratique à Gaza aussi. Sauf qu'à Gaza, ils n'ont aucun espace sécurisé pour le faire. Mais il n'y a rien qui les arrête. Il faut les voir, c'est des vrais oiseaux. Ils courent, ils s'envolent, ils passent sur un mur, dans les gravats, dans les ruines. C'est hyper dangereux, ils se font souvent mal, mais il n'y a rien qui les arrête. Se sentir libre, pour eux, ça n'a pas de prix. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir sur Internet. J'ai vu des photos extraordinaires de ces gamins. Vraiment, on croit qu'ils vont sortir de la photo. Puisqu'ils ne peuvent pas quitter Gaza, ils vont s'envoler. Mohamed était un de ses enfants. Son rêve, c'était d'être le meilleur athlète de parcours. Il continue à faire du parcours sur une seule jambe. Il a juste abandonné ses rêves de performance. Voilà, en gros, ce que j'ai trouvé à vous raconter, des petits bouts de ce que représente la colonisation israélienne. Mais j'ai compris aussi quelque chose en écrivant cette conte gesticulée, c'est qu'il ne s'agit pas d'une colonisation classique, occupation, exploitation. Marx justement disait, finalement la colonisation, ça peut aider les ouvriers à se conscientiser à devenir communistes. En Palestine, en Israël, c'est pas la même chose. Il s'agit d'une colonisation de remplacement. Oui, je disais, empêcher de bouger, empêcher de... Oui, j'ai envie de sauter aussi, j'ai envie de bouger. Rien que cette conf, elle m'angoisse, quoi. Parce que le mouvement, c'est la vie. Moi, je suis praticienne de shiatsu. Et en médecine chinoise, le mouvement, c'est la vie. Quand je fais un soin à quelqu'un, je ne fais que aider la circulation, à aider la fluidité. Parce que les maladies arrivent des stagnations. Quand vous avez... alors attendez, là, c'est pas mal. Quand vous avez une compression, cela provoque une montée en pression. Et si je me rappelle bien, la montée en pression fait monter la température. C'est pas le principe du moteur à explosion? La soupape d'admission s'ouvre, le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprimant, remontant le carburant, ensuite a lieu le troisième tombe. C'est presque fini, c'est pas fini. Oui, c'est un peu pathos, donc je disais que toutes ces humiliations, tout ça c'est très très dur à vivre et je veux rendre hommage au peuple palestinien qui fait preuve d'une immense résilience. Vous le savez que le Premier ministre d'Israël actuel, pour se faire élire, a
fait rentrer dans son gouvernement plusieurs ministres d'extrême droite, qui sont d'ailleurs des colons, qui veulent changer toutes les lois, toute la législation, et amoindrir le pouvoir de la Cour suprême, qui était un contre-pouvoir. Ça a déclenché, ça a provoqué d'immenses manifestations en Israël pour la première fois depuis des mois, parce que les Israéliens défendent leur démocratie. Tout ça pour que Benjamin Netanyahou n'aille pas en prison. En fait, c'est encore une histoire de casserole. Je voudrais, pour finir, lire les quelques mots d'une journaliste israélienne qui écrit dans Haaretz, parce que je voudrais m'adresser aux Israéliens. Je pense que une partie de la solution peut venir des Israéliens qui ne savent même pas tout ce que je vous ai raconté. Une partie d'eux ne sait pas. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas savoir par cet effacement dans lequel ils baignent depuis toujours. Et moi, je crois que c'est le jour où ils refuseront qu'on fasse ça en leur nom que les choses pourront changer. Amina Haas a écrit « Les manifestants qui s'opposent à la refonte de la législation veulent vivre une vie normale sans que la police ne fasse irruption chez eux la nuit, sans que les juges n'obéissent à des ministres racistes et sans que les rabbins ne limitent la liberté de mouvement des femmes et des membres de la communauté LGBT. Et c'est précisément parce que la normalité est une aspiration si évidente qu'ils devraient vraiment comprendre que la moitié de la population vivant dans ce pays n'a pas eu de vie normale depuis 75 ans maintenant. Et que les frondes juridiques contre lesquelles ils se battent sont également celles qui cherchent à faire disparaître cette moitié.